Bonjour et bienvenue pour cette exploration approfondie. Aujourd'hui, on s'attaque à un monument, un texte vraiment fondamental des anciennes Amériques, le Popol Vuh. On dit souvent le livre sacré ou le livre du conseil des Mayas quichés. La source sur laquelle on va s'appuyer, c'est le script d'une présentation vidéo. Une présentation qui décortique ce texte absolument fascinant. On l'appelle parfois la Bible Maya, même si, bon, la comparaison a ses limites, on y reviendra peut-être. Notre but aujourd'hui, essayer de saisir l'essence de ces mythes de création, de comprendre qui sont ces héros légendaires et de toucher du doigt un peu la sagesse cosmique qu'ils renferment. Alors, allons-y. Qu'est-ce qui rend ce texte si spécial, si important ? Notre source le décrit comme, tenez-vous bien, une cartographie spirituelle, une histoire cosmique et même un guide sur la vie, la mort, la renaissance. Assez intriguant, non ? On creuse ça. Tout à fait. Et je crois que pour commencer, il faut vraiment comprendre ce qu'est le Popol Vuh à l'origine. Comme le dit notre source, c'était d'abord une tradition orale, très très ancienne. Elle a été transcrite seulement au XVIe siècle, donc assez tard. Ce n'est pas juste un livre qu'on ouvre, c'est la mémoire vivante d'un peuple, quoi. Ah oui, cette dimension orale, c'est fondamental. Ça change tout, en fait. C'est un dogme figé dès le départ. Exactement. C'est une parole qui a vécu, qui a peut-être même évolué avant d'être fixée sur papier. Et dans un contexte très particulier, le début de la colonisation, probablement par un Maya quiché initié qui a utilisé l'alphabet latin. D'accord. Et qu'est-ce qu'on trouve dedans, concrètement ? Eh bien, il rassemble énormément de choses. Les mythes de la création, bien sûr, la cosmologie, la vision du monde des Mayas quichés du Guatemala, mais aussi les généalogies, l'histoire des lignages dirigeants, et puis les récits héroïques. Sa fonction, au fond, c'est un peu comme d'autres grands textes fondateurs. On peut penser au Rig Veda ou à la Genèse, comme le suggère la source. Ça cherche à expliquer d'où on vient, pourquoi on est là, et comment vivre en harmonie. Justement, parlons de la création. La source évoque une histoire assez incroyable. Comment ça commence, le monde selon le Popol Vuh ? Pas un claquement de doigts, j'imagine. Non, pas vraiment. C'est très poétique. Au tout début, il n'y a rien, rien que le ciel et la mer, immobiles, silencieux, dans le noir complet. Et là, de ces eaux primordiales émergent les créateurs divins. On les appelle cœur du ciel, cœur de la terre, Tepu, Gukumats, le serpent à plumes. Et le point clé, c'est qu'ils créent par la parole. Ils discutent, ils se concertent, et c'est ce dialogue, cette pensée partagée qui fait apparaître la lumière, la terre, les montagnes, les plantes. C'est le verbe créateur, littéralement. La création par le dialogue divin, c'est beau. Et ensuite, les humains. Parce que là, la source dit qu'ils ont un peu galéré, les dieux. Plusieurs essais. Ah oui, c'est un aspect fascinant et assez unique. 3 tentatives, en gros. D'abord, ils essayent avec l'argile, la boue. La terre, quoi, comme souvent. Oui, mais ça marche pas. Ces êtres sont mous, ils tiennent pas debout, ils parlent mais sans comprendre, et surtout, ils oublient de prier leur créateur. Ils se dissolvent. Premier échec. D'accord, donc la matière seule, ça suffit pas. Voilà. Deuxième essai, le bois. Ils sculptent des hommes et des femmes de bois. Eux, ils sont solides, ils marchent, ils parlent, ils se reproduisent même. On pourrait croire que c'est bon. Mais, il y a un mais, j'imagine. Oui. Le problème, c'est qu'ils sont vides. Sans âme, sans cœur, sans intelligence réelle. Ils errent comme des automates et, le plus grave, ils oublient aussi leur créateur. Pas de gratitude, rien. Donc la solidité, la reproduction, ça suffit pas non plus. Il manque la conscience, l'âme. C'est ça, et leur fin est terrible. Les dieux sont furieux et déclenchent un cataclysme, un déluge de résine, du feu, et même leurs outils, leurs animaux, leurs maisons se retournent contre eux. Carrément. Oui, pour se venger. Les quelques survivants, dit le mythe, deviennent les singes. D'accord. Une leçon sur l'importance du respect, j'imagine. Et donc après ces 2 ratés, la 3e fois, c'est la bonne. Exactement. La 3e tentative, et c'est là que ça devient vraiment central pour la culture maya. Les dieux utilisent une nouvelle matière, le maïs. Plus précisément de la pâte de maïs blanc et jaune, que des animaux leur ont révélé. Ils façonnent 4 premiers hommes avec cette pâte. Et là, ça marche ? Ça marche. Ces êtres sont beaux, forts, intelligents. Ils voient loin, comprennent le monde, et surtout, ils se souviennent de leur créateur et les remercient tout de suite. Plein de gratitude. C'est là que ça devient vraiment intéressant. Des humains faits de maïs. C'est incroyable comme image. Qu'est-ce que ça veut dire symboliquement ?
La source insiste beaucoup là-dessus. Oui, et c'est absolument fondamental. Se voir comme le peuple du maïs, c'est pas juste une jolie image, c'est affirmer un lien vital, organique, entre l'homme et la nature. Le maïs, c'est la plante sacrée, celle qui nourrit, elle demande soin, respect, travail. Et l'humanité est vue comme issue de ça, comme faite de la même substance que sa nourriture essentielle. Notre chair est du maïs, en quelque sorte. Ça change complètement le rapport au monde par rapport à une vision où l'homme est extérieur ou dominant. Là, on est la nature. C'est exactement ça. Une interdépendance totale. L'homme a besoin du maïs et le maïs cultivé a besoin de l'homme. C'est une relation sacrée, mutuelle. Et ça explique pourquoi les essais précédents ont échoué. L'argile trop informe, le bois sans âme. Il fallait la matière vivante et sacrée du maïs, qui apporte aussi la conscience et la gratitude. C'est une vision très forte. Bon, si on avance un peu, l'autre grand morceau du Popol Vuh, c'est l'histoire des jumeaux héros, non? Hunahpu et Xbalanque. La source les décrit comme des farceurs, des guerriers. Oui, leur histoire est centrale, une véritable épopée dans l'épopée. Hunahpu et Xbalanque. Il faut d'abord parler de leur père et de leur oncle. Ah, il y a une préhistoire. Oui, Hunahpu et Uegapu. Eux aussi étaient joueurs de Baal, et ils ont été attirés à Xibalba, le monde souterrain, par les seigneurs de la mort, à cause du bruit qu'ils faisaient en jouant. Mais eux, ils échouent aux épreuves et sont sacrifiés. La tête de Hunahpu est mise dans un arbre qui se met à donner des fruits étranges, des calabasses. D'accord, c'est assez macabre. Oui, et miraculeux, parce qu'une jeune fille de Xibalba, Xkik, s'approche de l'arbre. La tête lui parle et lui crache dans la main. Et elle tombe enceinte. Exactement. Miraculeusement. Elle est rejetée, monte sur Terre et donne naissance aux jumeaux, Hunahpu et Xbalanque. Ils grandissent, un peu misérablement au début, mais ils montrent vite des pouvoirs spéciaux. Et comme leur père est Incle, ils finissent par déranger les dieux de Xibalba. C'est ça. Eux aussi jouent bruyamment au jeu de Baal. Et hop, convocation à Xibalba. Mais cette fois, les jumeaux sont prêts. Ils connaissent les pièges. Leur descente, c'est un parcours initiatique incroyable. Ils doivent affronter les seigneurs de la mort dans une série de maisons piégées. Maisons sombres, maisons des rasoirs, du froid, des jaguars. La totale. Et ils s'en sortent. Oui. Grâce à leur intelligence, leur magie, leur courage, ils déjouent tous les pièges. Et l'apothéose, c'est leur confrontation finale. Ils se laissent capturer et sacrifier dans un grand feu. Mais c'est une ruse, c'est une transformation. Leurs os sont broyés, jetés à la rivière. Et ils reviennent? Ils renaissent, d'abord en poisson-homme, puis ils reprennent forme humaine, déguisés en danseurs magiciens. Une mort et une résurrection. C'est puissant comme symbole. Et après? Après, ils retournent à Xibalba et font des tours de magie devant les seigneurs. Ils sacrifient quelqu'un et le ressuscitent. Les seigneurs, fascinés, leur demandent de faire pareil avec eux. Mauvaise idée pour eux, j'imagine. Très mauvaise. Les jumeaux les sacrifient et ne les ressuscitent pas. Victoire. Ils humilient les forces de la mort, vengent leur père et leur oncle. Mais surtout, ils rétablissent un équilibre cosmique. Le pouvoir de la mort est limité, contenu. Donc c'est bien plus qu'une vengeance. C'est cosmique. La source dit « Lumière contre ténèbres, vie contre mort ». C'est tout à fait ça. Leur voyage à Xibalba, le lieu de la peur, c'est le passage obligé par l'épreuve, par l'ombre, pour renaître transformé. Leur victoire assure que la mort n'est plus toute puissante. Elle fait partie d'un cycle. Et la fin est magnifique. Ils montent au ciel et deviennent le soleil et la lune. Ah, c'est eux? Le soleil et la lune? Oui, Hunahpu le soleil, Xiballanque la lune, ils illuminent le monde pour les hommes de maïs et rythment le temps. La boucle est bouclée. Incroyable cohérence. Bon, alors, si on essaye de résumer un peu, quels sont les grands messages qu'on peut tirer de tout ça, d'après l'analyse qu'on a? Plusieurs points ressortent très forts. D'abord, cette idée que la création est sacrée, elle continue, elle est cyclique. Et l'humain en fait partie, lié au maïs, lié au soleil et à la lune. Ensuite, l'importance énorme de la gratitude. Se souvenir des origines, respecter les créateurs, la nature. Les hommes de bois sont un avertissement, quoi. Sans ça, on échoue. L'humilité, en somme. Oui. Troisièmement, la vie comme voyage initiatique. Comme les jumeaux, on traverse tous nos Xibalba, nos épreuves. Mais c'est ça qui nous fait grandir. Une vision assez positive de l'adversité, finalement. Oui, comme une source de transformation. Quatrièmement, l'équilibre nécessaire des opposés. Ce n'est pas le bien contre le mal, c'est vie et mort, lumière et ombre, qui coexistent.
L'harmonie, c'est de respecter cette dualité. Les dieux de la mort ne sont pas anéantis, juste remis à leur place. Et enfin, un point important que la source relève, la force de l'histoire elle-même. Le Popol Vuh a survécu à tout, conquête, destruction. Ça montre le pouvoir du récit pour garder une culture vivante. C'est la mémoire d'un peuple. C'est vrai que ces enseignements ont une résonance assez profonde. Mais alors, la question qui tue, pourquoi on devrait s'y intéresser, nous, aujourd'hui? C'est pertinent pour notre époque? Bah oui, je crois, et la source le dit bien, parce que ça touche à des choses universelles. D'abord, ce lien à la Terre. Dans un monde en pleine crise écologique, ce message d'une humanité faite de maïs connecté à la nature, ça interpelle, non? Oui, clairement. Ça nous invite à voir les choses autrement. L'image de l'homme de maïs, c'est fort. Carrément. Et puis, l'histoire des jumeaux, c'est une leçon de résilience. Comment traverser les épreuves, les enfers personnels ou collectifs, et en sortir plus fort. Ça parle à tout le monde, ça. Et enfin, l'importance de nos histoires, de notre mémoire collective. Comment on transmet, comment on garde une identité face au changement. La source le dit joliment. Dans notre monde moderne, souvent déconnecté et un peu virtuel, cette sagesse ancienne nous dit « Vous êtes ce que vous mangez littéralement, vous êtes du maïs ». C'est un rappel très concret de notre dépendance au monde vivant. Donc, loin d'être juste un vieux texte exotique, le Popol Vuh, c'est un peu comme un miroir, en fait, qui nous renvoie des vérités sur nous-mêmes. La vie est sacrée, mais fragile, la mort fait partie du jeu, et on est lié à la terre, qu'on le veuille ou non. Tout à fait. Et ça ouvre sur une dernière question, peut-être pour réfléchir un peu après. Si on prenait vraiment au sérieux cette vision du monde, cette interconnexion profonde avec la nature, comment ça changerait notre façon de vivre sur cette planète? Notre réponse aux défis actuels, notamment environnementaux? Qu'est-ce que ça voudrait dire pour nous aujourd'hui de se penser comme des enfants du maïs? C'est peut-être là que cette sagesse ancienne est la plus actuelle finalement. Voilà une question qui laisse songeuse. Notre exploration du Popol Vuh s'arrête ici pour aujourd'hui. Merci beaucoup pour cette analyse éclairante. Et à tous, comme toujours, restez curieux.